Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette semaine, je m'entretiens avec le peintre Yvon Perrier. Natif de Sainte-Cécile-de-Macham, Yvon Perrier a étudié en administration à l'Université du Québec à Hull. Durant 39 ans, il a été fonctionnaire à Statistique Canada. Passionné d'art, il a toujours aimé dessiner. Depuis sa retraite, il se consacre exclusivement à son art, c'est-à-dire la peinture et la sculpture. Yvon Perrier, merci d'accepter de venir nous rencontrer. Bienvenue ici là, dans les studios de TVC Basse-Lièvre. On disait tantôt dans la mini-biographie que vous êtes natif de Sainte-Cécile-de-Macham. C'est bien ça. Mais vous êtes parti de là assez tôt et je pense, si j'ai bien compris, que vous êt d'une famille qui avait la bougeotte. Vous êtes promené beaucoup Oui. quand vous étiez jeune. Mes parents, là, pour moi, il y avait un petit côté gitan. Là. Ils se promenaient souvent là, d'une place à l'autre. Ils aimaient déménager. Il aimait déménager, oui. Ce qui a fait que même au niveau de votre secondaire, vous me disiez que vous n'avez pas fait une seule année au même endroit. Non, non. Et qu'est-ce que ça fait pour un adolescent là, de déménager d'année en année? Parce que j'imagine que c'est assez difficile à ce moment-là de se faire des amis et de se créer un réseau solide autour de ça. Oui, j'ai jamais eu un réseau énorme d'amis. Quelques amis choisis. Par contre, de déménager souvent, ça implique qu'il faut que tu essaies de te faire un nouveau cercle. Puis j'étais plutôt introverti à ce moment-là. À ce moment-là. Parce que je ne le suis plus maintenant. Mais ça marque un peu. Ça marque un peu. Tellement que j'aime plus du tout déménager. Depuis que je suis marié, on a déménagé 3 fois. 5 ans une place, 10 ans à l'autre place, puis 22 ans maintenant où je suis présentement. Et vous étiez, en fait, 3 enfants. Vous êtes l'enfant du milieu. C'est ça. Celui, souvent, on a l'impression que c'est celui qui est un petit peu plus en retrait. On en met beaucoup à l'aîné, on en met beaucoup au bébé, puis celui du milieu, un petit peu, peut-être oublié. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu plus jeune? Pas nécessairement, parce que j'ai 1 an de différence avec ma sœur, qui est la plus vieille, puis 1 an de différence avec mon frère, qui est le plus jeune. Donc, vous jouiez, j'imagine. Ça a été vraiment... Oui, moi, on jouait beaucoup ensemble. Moi, là, mon frère et moi, là, on était toujours ensemble quand on était plus jeunes. Puis à ça, c'est greffé un de mes cousins là, qui est comme un deuxième frère, mettons. Comment ça se passait à la maison? Votre père est policier. Ouais. Donc, j'imagine qu'il y avait une certaine rigidité à la maison et votre mère était enseignante. Donc, j'imagine qu'il y avait rigidité et aussi importance là, des études à la maison. Vous imaginez ça, mais c'est pas vraiment pas le cas. Mon père était policier, mais c'était un monsieur qui aimait le monde, qui riait beaucoup. Il n'était pas du tout rigide à la maison. C'est ma mère qui menait plutôt la barque par des formations professionnelles, mais elle n'était pas restrictive. Alors, on faisait quand même pas mal ce qu'on voulait parce qu'elle avait connu dans sa jeunesse une mère qui était très rigide, puis ça ne l'intéressait pas nécessairement de reproduire le même pattern. Une mère enseignante, j'imagine, donc peut-être un petit peu rigide à la maison. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'enfance qui étaient mis sur les études, sur l'importance des devoirs, des leçons quand vous étiez plus jeune? Non. Pas vraiment. C'est aussi surprenant que ça puisse l'être. Moi, j'étais un premier de classe, pas pour gonfler ma ballon, mais j'étais premier de classe. J'avais de la facilité à l'école. Mon frère avait plus de difficultés, mais on n'y imposait pas de suivre la trace parce qu'il me suivait 1 année en arrière. Puis souvent, il arrivait dans des classes où je venais de passer. Là. La comparaison était peut-être difficile pour lui. Puis ma sœur était bonne à l'école. Je sais que non. Ma mère, je pense que sa carrière lui demandait beaucoup à l'école. Pour nous autres, on faisait là, ce qu'on avait à faire. On savait ce qu'on avait à faire. On devait le faire. Mais j'imagine que le fait de changer d'école chaque année ou presque au moment du secondaire, ça a peut-être dû faciliter là, le passage de votre frère l'année suivante qui n'était pas à la même école que vous étiez. Oui, sûrement que ça y a aidé un petit peu. Là. Oui. Mais lui, ça ne l'a pas tellement... c'est un monsieur qui aime beaucoup le monde, qui aime s'amuser. Ça fait qu'il prend la vie assez facilement. Là. Tout jeune, vous avez commencé à dessiner. Vous dessiniez toujours? Oui, moi j'ai toujours dessiné. Les crayons coloriés, là,
C'était mes cadeaux préférés. Les, les cahiers coloriés, les crayons de couleur, là, même la plasticine, les blocs pour faire des constructions, parce que l'architecture m'intéresse beaucoup. C'était ce que je préférais là, quand j'étais jeune. Et pourtant, malgré cet intérêt-là, vous avez pas été, vous n'êtes pas allé étudier aux Beaux-Arts, Non. vous n'avez pas choisi une carrière artistique, si on veut, vous avez plutôt choisi d'étudier l'administration. En fait, comment ce choix-là s'est fait d'aller à l'Université du Québec à Hull à ce moment-là, d'étudier l'administration? Le choix s'est fait face à l'emploi que j'occupais à ce moment-là. Quand j'ai commencé à travailler à la fonction publique à Statistique Canada à 18 ans, sans grande formation, j'avais abandonné le cégep. Puis, il y a quelque chose qui s'est ouvert à la fonction publique quelques jours après que j'ai abandonné les études. Puis, j'ai commencé à travailler le 2 décembre 68, puis j'ai jamais arrêté. Au fur et à mesure que les années ont avancé, puis que j'ai occupé différents postes, l'administration se faisait plus nécessaire pour avoir des promotions. Donc, ce qui fait que vous êtes allé étudier pendant que vous travailliez à temps plein. Oui, j'ai étudié, moi, le soir à l'Université du Québec. Et comment ça se passait, la combinaison travail-études? J'imagine que ce n'est pas nécessairement très facile de travailler à temps plein et d'aller aux études le soir. Non, ça demandait quand même, ça demandait beaucoup de travail parce que je partais du bureau à 4 heures et j'avais 2 cours après, jusqu'à 10 heures le soir, en plus des travaux, parce que même si on est à l'université le soir, les travaux ne sont pas moindres, on ne demande pas moins. Et ça fait que ça occupait une bonne partie de mon temps, mais j'ai une épouse qui est très conciliante là-dessus. Et par contre, la facilité d'apprentissage que vous aviez alors que vous étiez au primaire, au secondaire, est-ce que ça vous a suivi à Ça m'a l'université? toujours suivi, oui. J'ai été chanceux de ce côté-là, parce que c'est assez facile pour moi d'apprendre. Vous parlez de votre épouse qui est conciliante. Vous avez commencé à travailler à 18 ans. Oui. Vous avez rencontré Diane, votre épouse. Vous aviez 20 ans. C'est ça. Ça fait maintenant 43 ans que vous êtes mariés. J'imagine qu'il y a une espèce de dynamique qui s'est établie dans votre couple. Et quand vous parlez de Diane, vous avez toujours le même sourire aux yeux qu'au début, j'imagine. On est changé, oui. J'étais chanceux. J'ai frappé le gros lot. Non, c'est une bonne personne. Une personne qui aime rire beaucoup, qui aime s'amuser, qui est sérieuse quand il faut qu'elle soit sérieuse. Puis c'est une personne qui pense beaucoup aux autres. Pense aux autres. Oui. Vous aviez, j'imagine, choisi d'avoir des enfants, mais la vie a fait que vous n'en avez pas eu. Comme couple, quand on fait ce constat-là, on n'aura pas d'enfants, M. Perrier. Est-ce qu'il y a un deuil qu'on doit faire? Pas vraiment. Je n'ai pas fait de deuil là-dessus du tout. La vie a fait qu'on n'a pas eu d'enfants. Par contre, on a eu les enfants des autres. Oui. Quand on s'est mariés, mon épouse a une filleule qui a 12 ans, qui est 12 ans plus jeune qu'elle. Quand on s'est mariés, José était chez nous presque toutes les fins de semaine. Ça a comblé beaucoup au niveau de notre besoin d'enfants, si vous voulez. Pas que c'était vraiment un besoin, mais c'était un plus. Ma belle-sœur était très généreuse de son enfant. Puis après ça, quand José a vieilli, mon beau-frère a eu 3 enfants qui demeurent pas loin de chez nous, à quelques maisons. Puis ces enfants-là, on les a vus grandir. Ils étaient chez nous souvent. Ça fait que c'était un peu nos enfants aussi. Donc, c'était mon oncle Yvon, ma tante Diane, qui j'imagine, qui remplaçait un petit peu, pas qui remplaçait, mais qui venait combler ou aider beaucoup là, aux parents de ces enfants. Ça, il faudrait leur demander aux parents des enfants, mais pour nous, c'était vraiment un plus. Là, on a beaucoup profité de ces enfants-là. Vous nous disiez que vous avez commencé à dessiner, à faire un petit peu de sculpture avec la plasticine quand vous étiez tout jeune. À quel moment dans votre vie vous avez pris des brosses, des pinceaux pour la première fois et comment c'est arrivé? Quelles sont les circonstances qui ont fait que vous commenciez à peindre? Bien, quand j'ai rencontré, les premières années que j'ai rencontré mon épouse, elle travaillait dans une banque. Je ne la nommerai pas, là.
Puis, une de ses collègues faisait de l'aquarelle. Puis, elle savait que j'aimais dessiner. C'est qu'elle m'a dit un jour, ben, si tu veux, viens passer une journée avec moi, on va essayer l'aquarelle. Tu verras si tu aimes ça ou pas. Puis, ben, c'est pour la nommer, je vais la nommer parce que c'est Diane Beauchamp, qui est une artiste de la région aussi. Moi, ça a pris tout de suite. L'aquarelle, c'est un médium que j'ai beaucoup aimé. J'ai appris les techniques de base, parce qu'il faut les apprendre, les techniques de base, avec des artistes de la région et aussi des artistes de l'extérieur, Zoltan Zabot, entre autres, puis Roland Palmers. Puis après ça, ben, j'ai fait de la peinture. J'ai commencé à faire des expositions en 89. Vous avez aussi un petit peu touché au médium qui est l'huile, mais vous n'avez pas particulièrement aimé travailler avec l'huile. Non, l'huile, autant je trouve ça beau pour les gens qui le font. C'est un médium qui demande un temps de séchage qui ne me convient pas tellement. Je suis patient dans les détails de mes peintures, mais pas patient pour attendre pour ça. Puis, il y a aussi une odeur qui affecte un petit peu mon épouse. Ça fait que je ne pouvais pas là, me permettre de faire de l'huile à la maison. Ça ne m'a pas privé, mais j'ai été dans d'autres médias. Et pourtant, c'est peut-être une perception qui est fausse. On a l'impression que l'huile, c'est un petit peu comme la reine de la peinture. Est-ce que c'est une perception qui est un petit peu fausse de dire que ceux qui font de la peinture, peinture à l'huile, c'est peut-être les maîtres de la peinture? Bien, je dénigrerai pas l'huile. C'est un médium qui existe depuis des millénaires. L'aquarelle existe aussi depuis des millénaires. C'est un médium dont on peut assurer la continuité. L'acrylique, que vous faites aussi, oui. Que je fais beaucoup présentement aussi. C'est un médium un peu nouveau qui rejoint un peu les deux, l'huile et l'acrylique, dans le sens que on peut aller travailler un peu encore dans l'acrylique. Si on se trompe au niveau de l'acrylique, c'est pas tellement grave parce qu'on rajoute des couches. On peut beurrer assez épais là-dessus. Moi, je travaille à la spatule, ça fait que j'en mets beaucoup de couches. Pour ce qui est de l'aquarelle, bien, moi, de la façon que je la pratique, c'est très, très contrôlé. J'aime dessiner beaucoup, ça fait que je fais un croquis très, très, très précis avant. Et je travaille beaucoup sur le sec. Ce qui veut dire que j'ai un contrôle sur l'aquarelle beaucoup. Si vous permettez, on va prendre une petite pause et on continue notre discussion tout de suite après. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. On est de retour pour continuer notre entretien avec Yvon Perrier. Yvon Perrier, on a parlé de votre art, du médium que vous utilisez principalement, c'est-à-dire l'aquarelle. Oui, l'acrylique aussi. J'aimerais qu'on parle un petit peu d'aquarelle. On a tous, étant plus jeunes, fait de la peinture à l'eau, qui est en fait de l'aquarelle. C'est la même chose. C'est exactement la même chose, oui. Oui. C'est sur les petites pastilles qu'on utilisait, c'était peut-être des pigments un petit peu moins riches, là, mais c'est quand même la base, l'aquarelle. On a l'impression que c'est peut-être un médium ou en fait que c'est peut-être une peinture qui va dans le temps rester moins longtemps parce qu'on sait qu'on a des œuvres là, qui datent de centaines d'années à l'huile.
Est-ce que l'aquarelle se conserve aussi? Absolument, oui. C'est surtout au niveau du papier, puis de la qualité de l'aquarelle qu'on utilise et de l'encadrement. Il faut vraiment avoir un papier qui est de qualité, un encadrement sans acide qui empêche les couleurs de partir. Puis un encadrement avec une vitre aussi, si on ne fait pas de marouflage. Ce qu'on voit avec l'aquarelle, c'est que c'est presque souvent une qualité photo. On a presque l'impression que c'est une photo qui a été prise tellement les détails sont beaux et précis. Dans mon cas. Dans votre cas, Ouais. effectivement. Ouais. Mais depuis quelques années, vous avez aussi commencé à faire de l'abstrait. C'est quoi la différence pour vous de faire des visages qui sont ressemblants, où on a l'impression que c'est une photo qui a été prise, et de faire de l'abstrait? Pourquoi vous êtes allé dans ce chemin-là? Je voulais me laisser aller un peu plus. Je suis une personne qui est assez contrôlée dans ce que je fais, mais je voulais laisser aller un petit peu mon imagination. Puis l'abstrait, vraiment, me donne cette opportunité-là. Puis dans ce que je fais au niveau de l'abstrait, ça laisse beaucoup à l'imagination des gens. C'est quelque chose qui me libère un petit peu. Pas que je veuille laisser de côté le côté très figuratif, parce que j'aime beaucoup dessiner, comme je l'ai dit, mais ça aussi, ça me libère. C'est un autre côté, c'est une autre facette de ma personnalité, si on veut. Depuis quelques années, vous êtes membre et vous êtes un des rares membres signataires de la Société canadienne d'aquarelle. D'abord, qu'est-ce que cette société-là et quel est son but? Bien, le but de la Société canadienne d'aquarelle, c'est de promouvoir l'aquarelle comme médium un médium riche. C'est aussi de recruter des membres des membres qui ont fait un peu leur preuve au niveau de l'aquarelle. Pour devenir membre, il faut vraiment soumettre un dossier de 5 œuvres. Puis ces œuvres-là sont jugées par un jury qui est composé de tous les membres signataires qui veulent se présenter. J'ai déjà participé en tant que jury aussi. C'est intéressant parce qu'on rencontre quand même aussi beaucoup d'artistes du Québec, de l'Ontario. Il y a des artistes aussi internationaux qui font partie de la Société canadienne d'aquarelle. Et d'échanger avec les autres artistes, M. Poirier. Perrier. Pardon. Qu'est-ce que vous retirez d'échanger avec des gens là, qui font le même métier que vous? Est-ce qu'il y a une espèce de compétition où on apprend les uns des autres? Je pense, la compétition, ça existe, si tu veux que ça existe. Hein. Moi, je ne suis pas vraiment en compétition avec personne. Mais oui, effectivement, on retire beaucoup des rencontres qu'on fait. Il y a des atomes crochus avec certains artistes plus que d'autres. Mais ils ont tous quelque chose à apporter à l'art. Et dans la société, il y a combien de personnes font partie là, justement de la Société canadienne? Je veux dire ici, de la région, des gens de la région? Juste de la région ici immédiate, là, on est 4. Mais au niveau des membres actifs, je pense qu'on est seulement 2. Donc 2, et c'est pas nécessairement facile. Pas n'importe quel aquarelliste qui décide, je m'en vais là, je fais partie. Bien, si tu soumets un dossier, je veux dire, si les membres signataires décident que tu rencontres les critères, parce que c'est un processus assez long. Là. C'était reçu l'année suivante. Vous nous disiez que tout jeune, vous jouiez beaucoup avec de la plasticine, vous faisiez des œuvres, des sculptures en plasticine, et qu'il y a quelques années, la vraie sculpture est également entrée dans votre vie. Donc, vous êtes un peintre, mais vous êtes également un sculpteur. Oui. Comment la sculpture est justement arrivée dans votre vie à vous? Oh mon Dieu, juste avant de prendre ma retraite, il y a 6 ans, pour dire, là, j'ai pris ma retraite un 13 juillet, un vendredi 13, qui était par choix. Quelques semaines avant, il y a des amis à moi qui sont sculpteurs qui m'avaient invité à un genre
Ben, c'est une semaine intensive de sculpture. C'est pas formel, mais on y apprend beaucoup. J'ai décidé d'accepter leur invitation. Mais la sculpture, c'est quelque chose qui m'a toujours quand même intéressé, même quand j'étais adolescent. Puis je demeurais dans les Laurentides, il y avait des sculpteurs. Puis mon père m'avait amené voir un sculpteur. J'ai failli à ce moment-là commencer, mais les circonstances ont fait que ça n'a pas démarré. Là, j'ai saisi ma chance il y a 6 ans. Puis les gens qui nous reçoivent, on est un groupe à peu près de 12, c'est des gens très gentils. Je vais la nommer parce que c'est une madame qui est très gentille, c'est Raymonde Massé de Val-des-Bois. Elle est sculpteur et peintre. Elle a 3 frères qui sont sculpteurs. Puis il y a d'autres amis qui se joignent à nous autres pour la semaine. Ça fait 6 ans que je vais là. Donc, chaque année, vous allez vous ressourcer, faire de la Absolument. sculpture. Vos sculptures, quel est le matériau que vous utilisez? J'utilise la pierre. Donc, la pierre. Et qu'est-ce que vos sculptures représentent? L'éventail est quand même assez grand. Oui, j'ai commencé un petit peu comme la peinture. J'ai commencé dans le concret, dans le figuratif. J'ai fait une ballerine pour une de mes nièces, qui est danseuse, qui faisait la danse classique. Puis j'ai fait quelques pièces là, qui sont figuratives, mais presque toutes mes sculptures sont abstraites. Ce sont des formes, surtout. Vous disiez qu'il y a 6 ans, vous avez pris votre retraite. Maintenant, vous consacrez votre temps exclusivement à votre art. Absolument. Est-ce que ça aurait été possible de ne vivre que de votre art s'il n'y avait pas eu le travail de fonctionnaire et s'il n'y avait pas maintenant la pension? Est-ce que c'est possible pour un artiste dans la région de l'Outaouais ou même au Québec de vivre de son art? Bien, je connais des artistes qui vivent de leur art. C'est pas la norme, mettons. Ouais. En plus d'être artiste, il faut que tu sois homme d'affaires ou femme d'affaires, parce qu'il y a des femmes qui réussissent très bien là-dedans. Je ne sais pas si j'aurais pu que j'aurais pu me consacrer exclusivement à ça. Je suis une personne j'aime beaucoup la stabilité, puis de savoir que j'avais un revenu qui rentrait constamment. De vivre au jour le jour, je ne suis pas absolument certain que ça m'aurait convenu au niveau. Mais ce que j'ai compris en discutant avec vous, c'est que votre travail de fonctionnaire, vous l'avez aimé, vous avez adoré votre travail. Beaucoup. J'ai travaillé à Statistique Canada 39 ans, puis j'ai beaucoup aimé ce que je faisais. Ça n'a pas été une punition de travailler à Statistique Canada du tout. La vie m'a amené là. C'est pas par choix que j'ai travaillé à Statistique Canada. C'est qu'il fallait, à un moment donné, que je gagne ma vie. Puis je l'ai gagné, je pense, honorablement. Puis j'ai beaucoup aimé ce que je faisais. J'ai rencontré des gens intéressants. J'ai eu des équipes de travail formidables. Ma dernière équipe, d'ailleurs, c'était des gens qui étaient très... j'avais beaucoup d'affinités avec eux autres. On sait que les œuvres d'art originales, c'est quand même assez dispendieux. On parle de beaucoup de sous. Et on sait que les gens ont de moins en moins d'argent avec les récessions, là, les pertes d'emploi et tout ça. J'imagine que les artistes, vous devez vous en sentir au niveau là, de la vente de vos œuvres. Bien, il y a on voit que le contexte économique a une influence, c'est sûr, sur l'achat, sur les ventes. J'ai fait des expositions dernièrement qui ont très bien marché. Il y en a d'autres qui ont moins bien marché. C'est dans le game. C'est dans le game, mais moi, je le fais vraiment par amour, pas par besoin de revenus. Ce qui fait que je suis quand même un petit peu indépendant dans ce que je fais. Si les gens aiment, ça me fait beaucoup plaisir. S'ils n'aiment pas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. On sait qu'il y a beaucoup d'aquarellistes ou d'artistes qui décident de faire des reproductions de leur œuvre pour en vendre plusieurs. Donc, on arrondit nos fins de mois, on fait une œuvre, on en vend une vingtaine de la même. Est-ce que ce choix-là, vous avez décidé de... Est-ce que vous faites des reproductions de vos œuvres? J'en fais pas de reproduction.
J'ai considéré à certains moments, c'est quand même un processus qui est dispendieux. Puis, je ne suis pas absolument certain que je vais avoir un paquet de séries de mes peintures qui courent, sans dénigrer ceux qui le font, parce que, je veux dire, les gens ont besoin de vivre. Ça permet aussi l'accès aux arts à des personnes qui ont peut-être un petit peu moins les moyens. Je n'ai pas rien contre, là, mais ce n'est pas un choix que j'ai fait présentement encore. Vous avez participé l'été dernier, en juin dernier, je pense, de juin 2013, au Festival Gatineau en art. Deuxième année, malgré la mauvaise température, on s'aperçoit là, que les gens sont intéressés de venir rencontrer. Les gens viennent, se déplacent même quand il pleut. Là, ça me jette à terre. De voir que les gens que les gens aiment ça suffisamment pour se déplacer dans des conditions pas très, très bonnes. J'ai déjà fait des expositions à l'hiver, dans des tempêtes de neige, que les gens se sont déplacés aussi. Mais ça, c'est un... Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas grand-chose qui les arrête. Vous avez aussi, en terminant, beaucoup voyagé pour être représentant, entre autres, du Canada, entre autres à Paris. Les voyages, la rencontre avec les autres artistes, j'imagine que c'est quelque chose qui vous fait grandir. Ah, bien, c'est sûr. C'est sûr. Ben, justement, là, dans la dernière édition de Gatineau en art, j'ai rencontré, étant donné qu'on a eu une période qui était pas très belle, ça nous a permis de rencontrer, de parler un petit peu plus entre nous autres, entre artistes. C'est toujours positif, là, ces rencontres-là. Donc, vous allez continuer, j'imagine, votre peinture pour toutes les années qui vous restent. Absolument. Vous allez aussi continuer de représenter le Canada à l'international. Bien là, si la chance m'est donnée, oui. Yvon Perrier, d'abord, je veux vous remercier d'être venu nous rencontrer. Je veux aussi vous souhaiter une bonne continuité parce que j'imagine que la retraite officielle étant prise, la retraite de la peinture, c'est pas quelque chose que vous envisagez. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Tant que la santé sera au rendez-vous, là, je vais continuer à faire ce que je fais. Alors, on va vous souhaiter une longue vie, une bonne santé. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre entretien. Merci. Bonne fin de journée.